Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve avec plaisir notre invité à l'honneur, Sébastien Tertrais, pour parler autour de son livre Tsundoku. Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie. Avant de quitter, hier on s'est quitté sur les gens du voyage. J'aurais juste voulu y revenir parce qu'il y a quelque chose à la lecture de votre livre qui m'a interpellée. Dans un autre de vos choix professionnels, vous avez été amené à concevoir si j'ai bien compris, des logiciels sur la gestion des aires d'accueil, donc des gens du voyage. C'est ça, oui. C'est bien. Et je me suis dit, mais la gestion des aires d'accueil, donc c'est un vrai marché, un vrai business. C'est le cas. En fait, le 5 juillet 2000 a été votée une loi qui prévoyait que toutes les communes de plus de 5000 habitants, je fais très simple, avaient l'obligation de créer une aire d'accueil des gens du voyage, que l'État subviendrait au financement de cette construction au travers de subventions et que l'État, au travers des départements, aiderait aussi au fonctionnement de ces équipements, au travers, là aussi, de financement en fonction du nombre de familles accueillies. Et à partir de là, la question gens du voyage, qui était avant simplement le reflet de l'engagement d'une ville et puis d'associations pour ce sujet, est devenue un marché public. Et on a vu l'arrivée de plusieurs opérateurs privés qui ont vu une opportunité d'affaires. Et c'est à partir de là aussi que j'ai souhaité créer mon entreprise, parce que nos associations parlaient beaucoup mais ne faisaient pas grand-chose. Et donc critiquaient beaucoup l'arrivée de ces opérateurs privés, tout en n'étant pas acteurs d'un changement ou d'évolution. Et je trouvais la situation un peu inquiétante. Je l'avais vu à Laval, d'ailleurs, lorsque l'association que je dirigeais avait choisi d'arrêter la gestion. Alors juste avant que j'arrive, d'ailleurs, on l'avait choisi. Critiquer, c'est une chose, agir, je préfère. Et donc j'ai choisi, moi, de travailler, en fait, de monter mon entreprise pour pouvoir accompagner les collectivités à faire de meilleurs choix. D'un monde que vous aviez quand même eu l'occasion d'approcher de très près et de connaître. Tout à fait. Parce qu'on ne peut gérer que ce que l'on connaît bien, quand même. Alors, normalement, c'est ce qui fait que je pensais avoir une certaine légitimité pour donner mes avis ou conseils ou analyses. Et c'est ce qui, d'ailleurs, plaisait. Mais pour beaucoup de communes qui ne connaissaient pas du tout les gens du voyage, parce qu'en fait, l'accueil était réservé à quelques-unes, minoritaires, eh bien, puisqu'il y avait l'obligation qui était faite de construire une aire d'accueil, mais aucune envie de la gérer, le fait que des sociétés privées se proposent de le faire à leur place, eh bien, intéressait comme, je vais faire là une comparaison qui peut paraître indélicate, mais c'est n'empêche une réalité. On a des dossiers comme ça, comme la gestion du dossier de l'eau, par exemple, de l'assainissement ou des déchetteries. On a quelques opérateurs privés qui savent faire de l'argent avec ce que les collectivités ne veulent pas gérer directement, ou gèrent mal. Et donc là, c'était quelque part, elles se mettaient en conformité avec la loi qui les obligeait à accueillir, donc si elles au-delà de 5000 habitants peut-être. Et à la fois, elles se lavaient les mains de la gestion, quoi. Elles acceptaient les subventions tout en se... C'est ça, le maire d'Angers, et donc président du district, c'était en 97, avait dit lors d'une réunion petit comité, bon, les gens du voyage nous emmerdent, il faut savoir mettre le prix pour que d'autres soient emmerdés à notre place. Voilà, tout est dit. Voilà, avec les mots qui sont restés pour moi très présents, donc je le livre tel quel. Très bien. Alors, il y a une autre... donc, c'est vrai que les gens du voyage représentent une place importante dans votre livre, sans doute parce qu'elles le sont aussi dans votre vie. Il y a une autre notion... Alors là, c'est plus une notion que j'ai trouvée qui, elle, était présente du début à la fin. C'est la notion de justice.
Et c'est vrai que quand vous parlez aussi des gens du voyage, c'est toujours sous cet angle-là, c'est-à-dire quand il y a des dissensions, on les juge ou on les traite, on les analyse avec discernement, sans faire de parti pris ni d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Et tout au long de votre livre, finalement, cette notion, la justice, c'est vraiment quelque chose de viscéral chez vous. Ouais, je pourrais presque m'arrêter là. Je vais vous dire oui, on arrêterait là parce que c'est. Je suis loin d'être le seul d'ailleurs, hein, mais ça me prend aux tripes depuis que je suis môme. Dans le sens, alors plus que l'injustice me fait mal. Et je suis très attaché à ce qui est juste. Alors après, c'est peut-être ma vision de ce qui est juste, hein, mais j'ai toujours... ça a été pour moi... c'est plus qu'un fil conducteur, c'est comme une évidence. Et il y a de nombreuses situations qui me semblent injustes, qui m'ont amené justement à prendre certaines décisions, à agir de telle ou telle façon. Ça a guidé ma vie, quelque part. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme vous dites, vous n'êtes pas le seul, et heureusement, sauf que chez vous, elle a eu un véritable impact sur vos décisions personnelles, professionnelles, enfin sur votre vie. Elle a régi votre vie. Oui, tout à fait, en étant très affecté parfois d'injustices totales qui m'ont amené à lutter, à agir, à réussir, à perdre aussi parfois, mais à toujours en tout cas être en phase avec ça, avec ce qui me semblait très important, essentiel, fondamental. Et comme si c'était quelque part un des piliers de notre société que je voyais souvent dévoyé, en fait. Alors, c'est vrai que c'est très... je pense que ce qui est aussi très difficile dans cette notion de justice, c'est que, effectivement, la justice est là pour rendre des... Enfin, il y a des lois, et souvent, malheureusement, les lois sont interprétées, mais elles ne sont interprétées très subjectivement par des hommes, des femmes. Et c'est vrai que c'est ça qui est très frustrant, enfin qui peut être très frustrant pour celui pour le justiciable en fait. C'est vrai, mais j'ai grandi dans un monde où on me parle de la justice. On ne m'a pas parlé des justices. On m'a parlé de la justice. Donc effectivement, on a une interprétation par des hommes et des femmes. Mais malgré tout, les juges en France ne sont pas responsables de leurs actes. C'est-à-dire que les décisions qu'ils prennent sont rendues au nom de la justice. Et pourtant, sur des situations équivalentes d'une juridiction à une autre, d'un tribunal à un autre, les décisions sont différentes, avec des impacts qui peuvent être parfois catastrophiques. Et avec des lois qui sont les mêmes pour tout le monde. Avec des lois qui sont les mêmes, et y compris avec l'appui de décisions prises en cours de cassation, qui pourtant doivent mettre un coup d'arrêt à certaines dispositions. Et pourtant, des interprétations sont différentes. Et puis, pour être entré peut-être dans le cœur aussi de l'institution judiciaire, j'ai réalisé à quel point certains, y compris certains magistrats, dévoyaient pour leur propre compte et leurs propres intérêts la justice. Donc très sincèrement, aujourd'hui, je suis très attaché à la justice, mais la justice de mon pays m'inquiète. Et en sachant qu'au-dessus... Alors la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est qu'il y a les lois, mais au-dessus des lois, il y a le droit. Donc heureusement, parfois, on peut s'y référer pour faire rendre justice, justement, quoi. Et pourtant, normalement, la justice, elle s'appuie sur le droit. Oui. C'est très curieux. Oui, mais ça fait partie des socles et qui sont fondamentaux, mais au bout du compte, on en arrive parfois à ce que la justice soit rendue en dehors d'un principe de justice. Parce qu'elle est rendue en raison d'un principe de loi qui se tient, mais on s'est éloigné, en fait, de ce qui est juste. Et à partir de là, on commence à avoir des dissensions, des fractures, parce que certaines choses qui sont légales sont injustes. Enfin, l'impact que ça peut avoir sur la personne est du coup injuste. Oui. Mais on le voit à de nombreuses reprises, c'est-à-dire que dans ce que j'ai pu avoir à découvrir, toujours, vous le disiez tout à l'heure, j'ai été guidé par cet esprit de justice, et je crois que, globalement,
avec les différentes autorités ou instances avec lesquelles j'ai travaillé, globalement, j'ai toujours été confronté à cette vraie justice-là, qui me faisait plaisir et qui était bonne. Mais il m'est arrivé parfois de réaliser que certaines situations conduisaient à des décisions dont les effets pouvaient être délétères, en fait. Ça dépend de quel côté on est. Alors, ça dépend de quel côté on est. C'est toute la question. C'est vrai que quand vous étiez responsable associatif, il vous est certainement arrivé de prendre des décisions. Donc, vous êtes du bon côté. Vous pouvez le faire si vous êtes guidé par un sentiment de justice. Vous, avec discernement, vous pourrez rendre une décision avec même si elle n'a pas force de loi, bien évidemment, mais avec le plus de justesse possible, en faisant en sorte que chacune des parties soit entendue et voir. Alors que quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est la personne qui subissons une décision ou une loi, là c'est très très différent. Ah oui, alors, en plus qu'il peut y avoir dans ce cas-là de l'affect qui rentre en ligne de compte, donc évidemment oui. Enfin, votre livre, on le sent bien tout du début, même quand vous êtes petit, ou quand vous êtes adolescent, on le sent, c'est un moteur chez vous, quoi. C'est juste. Bon, eh bien écoutez, on va en rester là très justement aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre dernière journée et puis on laisse place à un petit peu de lecture. À demain. Sébastien Tertrais, Tsundoku. 2 mois avant mon démarrage à Ulysse 35, j'ai été invité à participer à une réunion d'objecteurs de conscience à Rennes. J'y ai trouvé de jeunes gens qui pensaient à peu près tous la même chose. Tous étaient contre la guerre et le port des armes. J'ai gardé pour moi les motivations qui m'avaient conduit à demander ce statut. Personne ne comprendrait. Par solidarité, j'ai toutefois participé à une manifestation d'objecteurs de conscience qui s'est tenue dans le centre-ville de Rennes. Nous étions une 50aine dans les rues à protester contre une réforme de notre statut dont j'ignorais la teneur. Tandis que nous marchions dans la rue, un policier lourdement habillé m'a violemment poussé vers le trottoir. « Eh, ça va là ? Vous pourriez demander, lui dis-je. Demandez quoi à qui ? Ferme ta gueule, feignasse de pédale. Et là, joignant le geste à la parole imbécile, il m'a pris par le col, fait redescendre du trottoir et repoussé délicatement vers le trottoir. Ça va là ? T'as pas eu mal, espèce de tafiole ? Je n'avais qu'une envie, démonter la gueule de ce gros con, la lui écraser sur le granit du trottoir, le faire payer pour tous les connards qui m'avaient emmerdé jusqu'ici. En moins de 5 secondes, ce policier venait d'incarner tout ce que je haïssais, la bêtise à l'état pur. Je n'en ai rien fait, bien évidemment. Je n'avais ni la carrure, ni l'envie que ça se termine en prison. Mais j'étais secouée par ce sentiment d'une violence inouïe que ce policier avait déclenché en moi. Ça va mal finir, tout le monde est à cran, je suis désolée. C'était un autre policier qui était venu me parler. Il avait lui-même assisté à la scène et en avait été un peu choqué. Quelques émeutes avaient éclaté depuis le début des années 90, mettant les policiers sous pression. J'en voyais ici une des conséquences. L'attitude de ce flic avait été inacceptable, mais peut-être qu'il y avait une explication. J'ai repensé à cette scène lorsque, 2 semaines plus tard, j'ai assisté à une conférence sur la non-violence à l'IRTS. Je n'étais pas convaincue d'y trouver quelque chose d'intéressant, mais autant aller voir, j'avais le temps et au moins je pourrais en parler en connaissance de cause. Je n'avais pas encore 20 ans, mais j'étais déjà sceptique sur ces grands symposiums dégoulinants de belles pensées, où tout était présenté sous son meilleur jour, sous un seul aspect des choses, en évitant soigneusement de parler de ce qui n'allait pas. Le jour venu, les premiers intervenants confirmèrent mes craintes. Chacun conspuait la violence comme si elle était une tare, une anomalie, niant qu'elle puisse faire partie de chaque être humain, ce dont je ne doutais pourtant pas. En un mot, il fallait interdire la violence, la sanctionner, qu'elle soit physique ou psychologique. Tous semblait penser que la violence n'avait aucune raison d'exister.
Les applaudissements de la salle ne laissaient d'ailleurs aucun doute sur l'adhésion de l'Assemblée à cette pensée. Dans l'absolu, oui, un monde sans violence était souhaitable. Mais je trouvais l'approche simpliste et déconnectée des réalités. Je me sentais bien seul au milieu d'un aréopage de travailleurs sociaux, avec mon seul bac en électronique en poche, obtenu de façon inavouable, qui ne m'apportait aucune légitimité. L'intervention d'un psychanalyste, d'un psychologue ou d'un anthropologue, je ne suis plus certain, changea radicalement le sentiment de solitude qui m'avait envahi. « Bonjour, vous avez entendu comme moi les interventions de mes prédécesseurs ? Ils ont tous raison. La violence n'est pas une bonne chose. Dans la salle, il y a des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux ou des étudiants en voie de le devenir. Il est clair que c'est le lieu pour être d'accord autour de la non-violence. En aucun autre endroit que celui-ci, vous n'aurez l'occasion d'avoir autant de personnes d'accord avec vous. Mais voyez-vous, ce matin, avant de prendre mon train pour venir dans la belle ville de Rennes, applaudissements dans la salle, comme à chaque fois qu'une personnalité non rennaise évoque explicitement qu'il est ici pour les Rennais ou les Bretons, j'ai pris le métro à Paris. Vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'entre dans le métro et qu'on me pousse, qu'on me touche, qu'on me piétine, je me retiens. J'écarte ma main dès qu'on me la touche et parfois j'ai une terrible envie de mettre mon poing dans la figure au premier qui pousse un peu trop. Parfois, j'ai même des envies de meurtre. Si, une énorme envie d'écraser ce mec qui se comporte comme si je n'existais pas. J'étais captivée. Il y avait du vivant, du vrai et du sincère dans tout ce que disait cet intervenant. C'était si bon d'entendre enfin autre chose que la violence c'est pas bien et ses autres dérivés simplistes. Je savais que la violence pouvait prendre des formes diverses, que les moins visibles d'entre elles n'étaient pas les moins douloureuses, ni les moins difficiles à vivre pour ceux qui les subissaient. Pour la première fois depuis le début de la journée, je n'avais pas envie de partir. Il continua. Mais je n'en fais rien, car je suis éduquée, civilisée, parce qu'on m'a appris à communiquer, à prendre sur moi, que je sais que ces personnes qui me touchent ne le font pas pour me provoquer ou me manquer de respect. Il n'en reste pas moins que je suis conscient de ce qui est en moi, de ce qui fait que je suis un être humain dans tout ce que cela signifie, avec une base animale que je ne peux nier. L'être humain est un animal. Il communique avec sa voix, mais aussi, et encore aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, tout aussi civilisé qu'il soit, avec son corps. Et quand il n'arrive pas à se faire comprendre ou respecter, il utilise ses mains, ses poings, ses pieds. La violence physique n'est qu'une des facettes de ce qui peut blesser et parfois tuer les autres. Ce n'est pas toujours celle qui est la pire, mais c'est celle qui est la plus visible et la plus radicale. Si tout au long de la journée une personne a eu à subir des agressions, même petites, et qu'à un moment donné il se passe un truc de plus, à un moment parce que toute la journée ou toute la semaine elle a pris sur elle et supporté plein d'autres petites choses, un petit accrochage en voiture peut lui faire péter un plomb et l'amener à faire une bêtise qu'elle regrettera toute sa vie. Est-ce qu'il s'agit d'une personne violente ? Non. Suis-je un homme violent ? Non, bien sûr. Mais j'ai en moi cette part de violence que nous avons tous. Il serait bon de la regarder en face. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.